à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires sur TV5 Monde et sur l'ensemble de vos chaînes régionales et locales. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Alors que le gouvernement souhaite que 20 millions de Français aient reçu leur dose de rappel d'ici Noël, les pharmacies sont mises à contribution comme vous allez le voir dans un reportage à Nîmes de nos confrères de Via Occitanie. Il se peut qu'en cette fin d'année vous ayez commandé vos cadeaux sur Internet, mais êtes-vous certain qu'il ne s'agisse pas de contrefaçon ? La chef divisionnaire des douanes à Toulouse nous donne quelques astuces pour distinguer le vrai du faux, un sujet à suivre de la Dépêche du Midi. Dans ce journal également, nous irons au Mans où des personnes sans abri ont trouvé un toit grâce à l'association Bureau du Cœur, une belle histoire que nous raconteront nos confrères de LMTV Sarthe. Enfin, Nicolas Aguirre, le rédacteur en chef de C'est Off, le nouveau magazine politique, sera l'invité de ce journal dans un instant. Voilà, comme je vous le disais il y a un instant dans les titres, le gouvernement a fixé l'objectif de vacciner 20 millions de Français contre la Covid-19, avec une dose de rappel, vous le savez, avant Noël. Or, pour atteindre cet objectif, un arrêté daté du 12 décembre a été publié et cherche à inciter les pharmacies à proposer des créneaux de vaccination le dimanche. Laurie Chamerla de Via Occitanie s'est rendue dans l'une d'elles, à Nîmes, pour voir comment la vaccination s'organise. Regardez. Malgré la réouverture des vaccinodromes, le carnet de rendez-vous ne désemplit pas dans les pharmacies. Dans cette officine nîmoise, entre 20 et 30 patients reçoivent une dose chaque jour. C'est plus pratique, plutôt que prendre la voiture ou le bus et d'aller à l'hôpital. J'habite à 200 mètres, même pas, donc c'est centre-ville, c'est très agréable. Et ce n'est pas seulement la proximité qui motive le choix des patients. Certains boudent les centres de vaccination qui réservent le Pfizer pour les moins de 30 ans, d'après une directive du ministère de la Santé. Les pharmacies, elles, continuent d'en administrer sans condition d'âge. Alors les listes d'attente commencent à se remplir. Environ 300 personnes attendent du Pfizer. Ils vous le disent qu'ils viennent justement spécialement pour le Pfizer ? Oui, oui, parce qu'en centre de vaccination, ils proposaient Moderna. Et certaines personnes ne veulent que du Pfizer. Alors que ce sont les mêmes vaccins. Ce sont des vaccins à ARN, c'est le même type de vaccin. Et pour accélérer la campagne de vaccination, le ministre de la Santé propose d'ouvrir les pharmacies le dimanche. Une proposition refusée par cette pharmacie, par manque de temps et de personnel. Qui dit Covid dit masque, bien entendu, et l'importance de les recycler pour éviter la pollution et la propagation du virus. Une nécessité bien comprise par la ville de Limoges, qui a été récompensée pour sa campagne de recyclage en Nouvelle-Aquitaine. Explication de la chaîne sur place 7 à Limoges. La ville de Limoges vient d'être distinguée lors du rendez-vous national de la communication publique Capcom pour sa campagne consacrée au recyclage des masques chirurgicaux que nous portons tous. Un masque abandonné, c'est moche. Il lui faudrait 450 ans pour se recycler. Le jeter à la poubelle, c'est un début, et on peut faire mieux. La démarche est partie en fait du fait qu'on était tous agents municipaux contraints de porter un masque dans l'exercice de nos fonctions. À la demande de monsieur le maire, la commande publique a contacté une société qui procède au recyclage de ces masques. Il y a un savoir-faire, il y a un brevet là-dessus sur le passage de la matière, on va dire textile plastique, en matière plastique injectable dans nos ateliers. Et les masques deviennent un kit, règles, équerre et rapporteur. La première démarche a été de mettre en place une signalétique. Les bacs ont été installés au sein de tous les équipements municipaux. En plus des supports classiques, les réseaux sociaux ont joué un rôle déterminant dans l'opération. Ça fait boule de neige immédiatement. Il y a des points de collecte partout, y compris dans certains centres commerciaux comme le centre Saint-Martial, mais aussi chez certains commerçants. Ça a démarré un soir à 19h. On a diffusé le visuel et le président de la Chambre de commerce a réagi sur Facebook en nous disant « mais c'est génial cette opération, je veux en être ». C'est là où l'opération de communication fonctionne bien parce qu'on arrive à embarquer avec nous un nombre maximum de partenaires. En plus des supports de communication de la ville, affichage, magazine mensuel, télévision locale, l'initiative a bénéficié d'une bonne couverture presse, journaux, radio et télé. C'est un succès, il faut continuer. Il faut que nous ayons collecté 500 000 masques au total. Nous en sommes à 300 000 masques collectés qui nous permettent déjà de distribuer 6 000 kits. Et c'est un cercle vertueux et qui fonctionne en tache d'huile et en réseau. Nous donnons l'exemple et ça c'est important. Initialement, 90 points de collecte étaient prévus. Grâce à la dynamique engagée et aux partenaires, il y a aujourd'hui plus de 200 points de collecte en ville. Des kits seront à nouveau produits, ainsi que des cintres et des pousse-tubes.
Voilà, il se peut que vous fassiez partie des 41 millions de Français qui font leurs achats sur Internet, un chiffre qui ne cesse d'augmenter chaque année. Mais comme je vous le disais en titre, méfiez-vous des contrefaçons. Sandrine Coulangeon, chef divisionnaire des douanes de Toulouse, nous met en garde et donne à Agnès Grimaldi de la Dépêche du Midi quelques petits conseils pour éviter les mauvaises surprises. Écoutez. Le consommateur doit être averti, doit être un citoyen averti. Quand vous commandez sur Internet, commandez toujours sur le site, sur des sites, je dirais, qui ont pignon sur rue. Le prix également peut vous alerter. Un prix très faible peut laisser augurer d'une qualité médiocre. Également, la présentation de l'article. Vous voyez, tous ces petits indices font que le consommateur doit être alerté. Voilà, dans ce journal, nous restons dans le sud-ouest avec près de 3,8 millions de Français qui vivent dans un désert médical. En novembre dernier, une cinquantaine de députés déposaient une proposition de loi dont une des mesures consistait à obliger les nouveaux diplômés à exercer pendant 3 ans dans un désert médical. En attendant, voilà 6 ans que Sainte-Terre en Gironde peine à trouver un généraliste, comme a pu le constater sur place Franck Poirot de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Regardez. Une banderole en bord de route l'annonce, la commune de Sainte-Terre dans le Saint-Émilionnais recherche depuis 6 ans maintenant un médecin généraliste. Elle a tout essayé. Voix de presse, publicité, internet, réseaux sociaux pour faire connaître son besoin, rien n'y fait. Le cabinet médical appartenant à la municipalité reste désespérément vide de toute activité. Les habitants doivent se rendre à Castillon-Libourne ou dans les communes limitrophes pour une simple consultation médicale. Chantal Lerut est conseillère municipale depuis plus de 6 ans. Elle suit ce dossier. Cette commune rurale de 1800 habitants, comme d'autres en France, est confrontée à un problème pour susciter l'intérêt des médecins, notamment les plus jeunes, la peur de l'isolement, de la solitude du praticien face à une charge de travail qui s'annonce soutenue. Eh bien, les médecins ne veulent pas s'installer apparemment tout seuls, ça leur fait un peu peur. Et après, on est loin de la ville, il y en a qui ne veulent pas non plus s'installer en campagne. Les candidatures ne se bousculent pas pour reprendre ce local équipé d'un appartement à l'étage. Pourtant, la commune est loin d'être un désert médical. Pas moins de 27 professionnels de santé y sont représentés, des dentistes, des kinésithérapeutes, un pharmacien, etc. Face aux nombreuses tentatives avortées pour faire venir un médecin à Sainte-Terre, la maire a même envisagé un moment d'en recruter un en le salariant. Mais pour une commune telle que la nôtre, nos finances ne nous le permettent pas, malheureusement. Face à cette multitude d'échecs, la commune a donc choisi de prendre le problème à l'envers en consultant l'ensemble des professionnels de santé de son territoire. L'idée de les mettre tous en lien les uns avec les autres pour montrer à un éventuel candidat médecin généraliste qu'il ne sera pas seul. Un médecin habitant sur la commune mais travaillant à l'extérieur se propose même d'accompagner un interne qui viendrait poser ses valises ici. Elle nous propose de commencer en fait à travailler sur la commune et de devenir maître de stage pour pouvoir accueillir des internes sur la commune éventuellement, puisque nous avons la chance d'avoir en plus un cabinet médical équipé d'un appartement à l'étage. La mairie espère pouvoir débloquer cette situation prochainement en attirant un interne dans son cabinet médical, une première phase qui pourrait faire boule de neige pour attirer d'autres professionnels de santé. La mairie souhaite d'ailleurs réhabiliter l'ancien presbytère en centre de soins à moyen terme pour le mettre à disposition de ses professionnels de santé. En plus du généraliste désespérément recherché, la mairie souhaite qu'une sage-femme et un radiologue puissent s'installer ici à l'avenir. Voilà une idée simple, mettre à disposition les bureaux vides de nuit à des personnes dans le besoin. Je vous en parlais en titre, c'est l'idée de l'association Bureau du Cœur, créée en 2018 à Nantes, qui a fait des petits d'ailleurs. On vous emmène donc au Mans avec Anthony Piton de LMTV Sarthe, où une dizaine de personnes en difficulté ont été mises à l'abri grâce à cette initiative. Le jour, cette chambre sert à la formation d'étudiants en hôtellerie. La nuit, elle accueille Franck. Il y a encore 10 jours, il dormait dans une tente près de la gare du Mans. Avec cet hébergement provisoire, il commence à rebondir. Je suis plus en forme déjà. Puis j'ai la chance déjà, mes papiers s'avancent, tout. Puis je retrouve un petit peu de boulot, tout doucement. Et puis c'est ce qu'il fallait parce qu'on n'a pas de force quand on veut travailler, tout ça. Voilà, on n'a pas la tête pour ça aussi. Et puis c'est pas très évident dans la rue. Voilà. C'est pour ça que j'ai la chance de ça aussi. Puis j'en profite pour avancer à ça. Comme Franck, une autre personne est hébergée chaque nuit dans ce lycée professionnel. L'établissement fait partie des membres des Bureaux du Cœur, une association qui veut ouvrir les entreprises aux personnes à la rue, les soirs et les week-ends. On fait de l'hôtellerie-restauration et ces chambres d'application, elles fonctionnent toute l'année pour les cours, mais à partir de 17h30, elles sont libres. Alors pourquoi pas accueillir des gens qui en ont besoin ?
Depuis septembre, une dizaine de personnes ont ainsi été mises à l'abri dans plusieurs entreprises du Mans, grâce à l'action des bureaux du cœur. Sur les 10 personnes là, 8 travaillaient. Ils dormaient soit dans leur voiture, soit en tente, ou soit en squat, mais la plupart travaillaient. Et pour ceux qui ne travaillaient pas, ils sont aujourd'hui, l'exemple de Franck qui est ici, il a un boulot aujourd'hui et il travaille aujourd'hui grâce au fait d'avoir un logement. Au-delà de l'hébergement, un parcours d'accompagnement social est aussi mis en place pour les bénéficiaires. D'autres associations interviennent alors, comme Tarmac ou la Croix-Rouge. Voilà, il est encore temps pour ceux qui sont en retard d'aller acheter leur sapin de Noël. Lucas Ruc, lui de 8 Mont-Blanc, qui a rencontré Marilyn Blanc, éleveuse de sapins à Vallières-sur-Fière, en Haute-Savoie, a constaté qu'elle était très heureuse d'avoir reçu le label Savoie Mont-Blanc Excellence, qui récompense le travail des entreprises localement. Regardez ce reportage. Qu'il trône et illumine fièrement la place du village ou votre salon, le sapin de Noël est une tradition très ancrée dans nos ménages. Mais avant de le décorer, il faut le choisir fraîchement coupé. Et cela est possible à la sapinière Blanc de Vallières-sur-Fière. Cette entreprise familiale vieille de 40 ans détient 10 hectares, remplis de sapins et d'épicéas. La production y est raisonnée et à taille humaine, ce qui convainc bon nombre d'acheteurs locaux. Parce que vous allez le mettre sur un croisillon ? Difficile de voir la différence avec d'autres produits, puisque nous on les prend ici, mais enfin nous on a quand même, par rapport à nos amis à la maison, on voit que les sapins tiennent très longtemps dans la maison, même avec de la température. Et cette année, grande nouveauté, cette sapinière, comme 6 autres du coin, bénéficie du label Savoie Mont-Blanc Excellence qui récompense la qualité du travail de ces entreprises locales. Ainsi, chaque sapin est doté d'une étiquette rouge explicative, un petit plus non négligeable pour ces éleveurs. On a un produit que les consommateurs adorent, dans le sens où il est coupé très fraîchement par rapport aux produits qu'on peut trouver dans des supermarchés. Et en plus, pour la petite anecdote, ils sont désherbés par des moutons qui évitent de mettre des produits phyto. Et donc les gens en étaient conscients, mais ils n'ont pas forcément l'information de savoir où est-ce qu'ils peuvent les trouver. Donc ce label est une opportunité, est une chance pour nous. Avec cet agrément, la sapinière Blanc espère cette année vendre un tiers de sapins en plus. Un chiffre qu'il faudra atteindre avant le 24 décembre au soir, date du réveillon de Noël. Voilà, après les sapins, les cadeaux bien sûr. Si vous ne savez pas quoi offrir à votre petit-neveu ou votre petite-nièce, voici les tendances jouées de cette année par Antoine Benèche, responsable de magasin à Corbera, en Haute-Corse, au micro d'Alban Gingembre et de Pierre Pasqualini de Télépaésé sur place. Évidemment, il y a des tendances qui se dégagent. C'est dû notamment à la sortie de différents films qui ont été reportés avec le Covid. Donc toutes ces sorties de films font que les licences marchent beaucoup cette année. On a beaucoup de jeux en bois, justement du Made in France, des personnes qui vont rechercher ce genre de produits. King Jouet essaye de vraiment cibler sur ces produits-là. Donc on sait que malheureusement 60% à peu près de nos produits viennent d'Asie, mais on essaye de plus en plus d'aller vers des produits Made in France qui sont signalés en magasin, vous allez pouvoir le voir. Et des produits aussi qui sont plus éco-responsables, et on va avoir des jouets comme ça qui vont être un peu tendance. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sensibilisent à ce genre de sujet. Voilà, et puis on se rend un peu plus haut dans les Bouches-du-Rhône. Connaissez-vous Saint-Chamas ? La commune de 8500 habitants a acquis une petite notoriété grâce à sa crèche, de plus de 120 mètres carrés d'ailleurs, qui a été créée par Jean-Claude Loé, un retraité de 78 ans. Cet amoureux de la Provence nous fait faire le tour du propriétaire, son village qu'il a commencé à construire il y a 18 ans. Un reportage d'Arthur Soribas de la Provence sur place. Là, vous avez les lavandes, vous avez les bugadières, les femmes qui font la lessive. Les vendanges, là, ils foulent le raisin au pied. Les gens me demandent pourquoi vous faites ça. Je fais ça d'abord pour mon plaisir, parce que s'il fallait que je sois contraint de faire ça, il faudrait être un peu maso. Ce que je fais là, c'est pour rendre hommage aux gens d'avant, les anciens. Leur travail qui était dur, le travail de la terre. Ces gens-là, ils travaillaient, ils ne s'occupaient pas de savoir s'ils allaient avoir des vacances ou pas. Ils travaillaient pour nourrir leur famille. Et puis le 11 décembre dernier, Diane Leir, Miss Île-de-France, était élue Miss France 2022, comment l'ignorer? À ses côtés, Floriane Bascou, Miss Martinique et première dauphine. Alouine Courcy de Via ATV Martinique est allée l'attendre à la sortie de l'avion. Regardez.
Après une courte nuit et plus de 300 km, la première dauphine de Miss France est fière de nous montrer sa nouvelle écharpe. La jeune Lamantinoise retrouve ses deux frères et ses parents après un mois intense de préparation au concours. Et ensemble, ils revivent son élection. C'est la première fois que je revois ces images puisque j'ai pas encore eu le temps de me poser. Et là, je regarde un peu en famille. Ça me fait plaisir. Les parents et les frères présents lors de la cérémonie sont ravis de voir Floriane terminer devant les 27 autres candidates présentes au concours. Ce qui était vraiment important pour moi, c'est qu'elle ressorte avec vraiment une expérience positive. Avant sur scène, ça m'a rendu vraiment fier. On a tout de suite essayé de chercher son regard quand elle est arrivée sur scène, justement pour lui dire qu'on était là, qu'on la soutenait, qu'on était avec elle. On a vraiment crié « Martinique, Martinique, allez Floriane !» Moi j'ai voté, je ne sais même pas encore combien au moins je vais m'envoyer comme facture. C'est beaucoup de fierté pour moi, pour elle d'abord, hein, et pour nous. L'équipe de Floriane repart elle aussi satisfaite du travail accompli puisque Miss Martinique repart de Caen avec le vote du cœur des Français. Je pense que tout le monde a pu remarquer comment Floriane a transcendé la scène, son catwalk, comme on dit, sur scène. Je pense que ça a vraiment marqué, elle a vraiment marqué la différence à ce moment-là. Cette année s'annonce encore riche en événements pour Floriane, puisqu'en tant que première dauphine, elle participera à une autre élection internationale. Maintenant, on se prépare dans l'optique de Miss Monde. On a encore une botte secrète, on a encore des ambitions fortes, on a des visions grandes. Et l'organisation Miss Martinique va encore donner toute l'amplitude de ce travail. On va encore entendre parler d'elle parce qu'on ne reste pas sur cette fin. En attendant de voir notre Miss à l'international, Floriane va pouvoir profiter encore un peu de ses parents dans l'Hexagone avant de revenir après les fêtes sur son île natale. Voilà, et puis dans ce JT, on reste dans les couronnes. Après les Miss, le roi, et vous allez le voir, pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Louis XIV. On se rend au château de Versailles pour ces fêtes de fin d'année, où les visiteurs se retrouvent projetés, vous allez le voir, dans le passé. Une féerie garantie, comme vous allez le voir dans ce reportage de TV78 à la chaîne des Yvelines. Au château de Versailles, la magie de Noël règne en maître. Pour les fêtes de fin d'année, Louis XIV invite les visiteurs à vivre des moments de danse et de musique. Pour le public, il y a là une occasion très particulière qu'on renouvelle tous les ans, depuis 3 ans maintenant. On va dire au moment des fêtes, de venir un peu différemment dans le château. Pas seulement en tant que visiteur, mais aussi pour se laisser éblouir par du spectacle, par des lumières, par une mise en scène quelque part, une mise en espace. À l'image des fêtes du Roi Soleil qui en organisait 3 fois par semaine, la visite spectacle a été pensée par 2 compagnies et un ensemble. Dans certaines pièces, il y aura des comédiens. Nous, dans la Galerie des Glaces, on est là, on est 8 danseurs et 4 musiciens. Et ensuite, ils sont dans la Galerie des Batailles avec les escrimeurs. 5 séances sont organisées dans une déambulation dans les salles les plus célèbres du château. Tout à fait plaisant, les différents tableaux les uns après les autres, de danse, de musique, de magie, sont effectivement des bons moments les uns après les autres. C'était charmant, c'était très beau. Ouais, ce que j'aime vraiment dans le fait de venir là, c'est de venir le soir aussi, avec des lumières qui sont complètement différentes du jour. Et parce que ces fêtes ne seraient rien sans son Père Noël, il vient lui aussi de l'époque baroque, avant de s'éclipser pour aller faire sa tournée. Voilà, et puis dans ce journal des images de l'ancien temps, je veux dire du temps où les boîtes de nuit étaient encore ouvertes. C'était donc la semaine dernière. Thierry Lasson et Denis Lequesne de Vosges TV ont immortalisé ces toutes dernières heures dans un club à Charmes, comme vous allez pouvoir le voir. Danser, faire la fête jusqu'au bout de la nuit, une dernière fois. C'était en quelque sorte un baroud d'honneur ce mercredi soir dans cette discothèque à Charmes, avant que les portes ne se referment pour 4 semaines minimum. Le couperet est en effet une nouvelle fois tombé sur le monde de la nuit avec l'annonce il y a quelques jours par le Premier ministre Jean Castex de nouvelles mesures restrictives pour tenter de contrer la 5e vague de l'épidémie. Parmi elles, la fermeture, une nouvelle fois encore, des boîtes de nuit et au moins jusqu'au 7 janvier prochain.
On est conscient qu'il y a une 5e vague, bien sûr, donc là-dessus c'est indéniable, mais après c'est toujours les discothèques qui trinquent en premier, et on rappelle quand même qu'il y a eu 4 vagues de Covid et que les discothèques étaient fermées. Le Covid il est partout, hein. Donc les boîtes de nuit ferment ou pas, ça change rien. Ça sert à rien, parce qu'aucune mesure peut être retenue avec autant de monde, donc ça sert à rien. On se souvient qu'en juillet dernier, après 16 mois de fermeture des établissements nocturnes en France, celui de Charmes avait pu rouvrir pour refermer provisoirement une dizaine de jours plus tard. On y avait en effet détecté un cluster de 44 personnes. Ce mercredi à l'entrée, il fallait montrer patte blanche, pièce d'identité, passe sanitaire et cahier de rappel étaient de rigueur. Le port du masque était obligatoire lui aussi sur la piste, mais pas toujours respecté, malgré les multiples rappels à l'ordre du DJ, du gérant et d'un service de sécurité renforcé. Depuis sa réouverture, la discothèque ne désemplissait pas, réalisant de très bons chiffres d'affaires. Cette nouvelle fermeture, c'est donc un coup dur. Ce mercredi soir, on a comptabilisé tout de même 1252 entrées, moins qu'un week-end normal à 2000 personnes, mais le double de ce qu'espérait la direction. Décembre, mois festif par excellence, et pour parler argent, le plus important de l'année, avec des week-ends à 100 000 € de recettes. Les discothèques feront l'objet d'un nouvel accompagnement financier par l'État. Bonjour Nicolas Aguirre, vous êtes le rédacteur en chef de C'est Off, un nouveau magazine politique qu'on voit sur cet écran. Alors pourquoi votre groupe, le groupe Reward Media, a décidé de lancer un nouveau magazine politique, un magazine d'investigation ? Bonjour Cyril, alors c'est un peu une conjonction de plusieurs facteurs qui nous ont donné cette idée. D'abord, effectivement, comme vous le dites, la période est assez riche en événements politiques, évidemment. C'est un magazine politique aujourd'hui sur le premier numéro, mais on l'a vraiment vu comme un magazine avant tout d'investigation. Donc, qui est un magazine qui va perdurer au-delà de la période politique qui est actuellement très forte. Et voilà, on s'est lancé sur le premier numéro sur Éric Zemmour parce que c'était lui qui faisait parler en ce moment au niveau de la politique. Parlez-nous de la ligne éditoriale de C'est Off, une ligne éditoriale un peu investigation à l'anglo-saxonne, c'est ça ? Presque. C'est vrai que c'est assez original. Il y a beaucoup de magazines qui font de l'investigation, comme vous le dites. Là, nous, c'est un magazine qui va être 100% consacré à un seul sujet sur chaque numéro. On est dans une période un petit peu speed et confuse en même temps. Donc du coup, nous, on a eu envie, avec ce magazine d'investigation, de prendre le temps de se poser, de réfléchir le plus longtemps possible sur ce sujet-là. Donc on a lancé l'enquête sur Éric Zemmour il y a un bon moment. Demain, ce sera probablement un autre prétendant à l'élection, mais après-demain, ça peut être aussi un magazine sur un fait de société. Quel genre d'équipe éditoriale avez-vous recruté ? Quels sont les journalistes que vous avez engagés pour fabriquer ce magazine ? Donc aujourd'hui, l'équipe qui fabrique le magazine au niveau technique est à demeure à la rédaction, mais sinon, à chaque numéro et donc à chaque sujet, on trouvera une équipe d'enquêteurs le plus spécialiste possible du sujet pour vraiment coller et apporter à nos lecteurs un maximum d'informations, de précision, d'éclairage, vraiment pour qu'ils comprennent le sujet dans sa globalité. Alors la question que je me pose, est-ce que c'est un magazine destiné à l'establishment, à ceux qui connaissent la politique, à ceux qui regardent, ou est-ce que c'est un magazine qui est destiné au plus grand nombre, voilà, à tous les gens qui habitent dans les régions en France ? Non, c'est vraiment un magazine qu'on veut, qui doit s'adresser à tout le monde, à toute la France. C'est un magazine qui sera dans les régions, évidemment, parce que à chaque fois, on va essayer de traiter des sujets qui font l'événement en ce moment. Voilà. Alors ce nouveau magazine C'est Off, on le trouve où ? Comment est-il distribué ? Oui, alors aujourd'hui le magazine est évidemment en kiosque depuis le 14 décembre, donc c'est un trimestriel à 5,90 € et on va être distribué dans toute la France évidemment, puisque le tirage est quasiment à 50 000 exemplaires. Donc voilà, c'est un magazine que vous pourrez trouver partout à côté de chez vous, en tout cas je l'espère, dans tous les kiosques. Merci Nicolas Aguirre d'avoir été l'invité de ce JT. Vous êtes le rédacteur en chef de ce nouveau magazine politique du groupe Reward Media, C'est Off, que l'on voit sur cet écran. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition sur vos chaînes locales et régionales, mais aussi sur TV5 Monde. Au revoir.